Bonjour à tous et bienvenue sur Automobile Propre pour aujourd'hui un essai longue distance de la BMW i5. Mais avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre et n'oubliez pas de cocher les notifications. Pour ceux qui regardent Automobile Propre depuis un certain temps, vous savez que ma voiture du quotidien est une Tesla Model 3. Et en prévision de ce voyage, je me suis dit pourquoi pas prendre pour une fois le volant d'une vraie voiture électrique. Et c'est comme ça que je me retrouve aujourd'hui avec cette magnifique BMW i5. Notre aventure va se dérouler de cette façon. On part de Paris, direction Étretat, puis on va vers Honfleur pour ensuite aller à Deauville et on termine par Saint-Malo avant de ramener la voiture à nouveau à Paris. Le tout sur 4 jours. Mais avant de prendre le volant, un petit tour du véhicule. Concernant ses dimensions, on est à 5,06 m de long pour 1,90 m de large et 1,52 m de haut. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, quels sont les chiffres précis de cette voiture? Alors, on se retrouve avec une motorisation de 340 chevaux pour 430 Nm de couple. Et concernant la batterie, c'est la même sur toutes les versions de la gamme BMW i5. C'est une batterie de 81,2 kWh net. Petit tour du côté des jantes. Alors, de série, cette voiture est équipée de jantes de 19 pouces. Ici, on a une option avec des jantes de 20 pouces au prix de 1 950 € et vous pouvez monter sur des jantes jusqu'à 21 pouces en option. Alors bon, vous le savez sûrement, mais sur les voitures électriques, les jantes ont une importance. Certes, plus elles sont grandes, plus c'est beau, mais plus elles sont grandes et plus on consomme et on diminue le confort. La couleur que vous voyez ici est une couleur en option, c'est la BMW Individual Tanzanite Blau métallisé. La version iDrive 40 n'est pas forcément celle qui fait le plus rêver à côté de la xDrive 40 ou de la version M60, mais c'est la version la plus adaptée au road trip car elle est équipée d'un seul moteur. C'est donc la voiture la plus légère des trois et celle qui aura le plus d'autonomie et la meilleure efficience. Du côté du coffre maintenant, alors on a ici sur ce modèle en option à 1 800 € une ouverture électrique. Comme vous pouvez le remarquer, c'est une malle, il n'y a donc pas de haillons. Ce ne sont clairement pas les ouvertures les plus pratiques lorsqu'on a besoin d'emmener beaucoup de choses. Alors concernant la capacité, on est ici à 490 litres, ce qui est raisonnable au vu de la taille du véhicule. Cependant, malgré le capot gigantesque de cette voiture, on n'a pas de frunk et ça c'est fort dommage. Ici, on retrouve bien entendu un double fond qui est très profond dans lequel vous pourrez bien entendu ranger vos câbles de recharge. Voilà les affaires qu'on a emmenées pour ce road trip. Alors il y a ici la valise et ici tout ce qui est matériel avec un sac de transport. Ça remplit quand même très vite le coffre, donc pour les familles nombreuses, ce ne sera peut-être pas la voiture idéale. Et pour me tenir compagnie au cours de ce voyage, je serai accompagné de Mélissa de chez ChargeMap. Hello tout le monde! Que l'on retrouvera dans la voiture tout au long du trajet. À plus tard! À tout à l'heure. Permettez-moi d'avoir le téléphone en main rapidement pour vous énumérer les 2-3 options de design qu'on a à l'intérieur de ce véhicule. Pour commencer, on a l'insert déco BMW Individual Silver Bronze avec bois fine line incrusté, Silver Bronze. Alors on parle ici de ça et de quelques inserts métalliques comme celui-là, au tarif de 750 €. On a également les applications en cristal Crafted Clarity pour éléments intérieurs au prix de 700 €. Donc ça, en fait, ce sont ces barres-là que vous pouvez voir qui remontent jusqu'ici, qui sont en fait des barres en plastique bien sûr, mais avec un look de cristal, qui sont rétro-éclairées, où vous pouvez choisir précisément la couleur que vous souhaitez. Et je peux vous le dire, ça rend vraiment bien. Je trouve que c'est très joli, ça donne une belle ambiance chic et élégante à la voiture lorsqu'on est à l'intérieur. On est chez BMW, donc tant qu'on parle des options, autant y rester. On va passer maintenant rapidement à la sellerie qui est, je trouve, sublime et extrêmement confortable. Alors vous allez voir, il y a quelques options. Pour commencer, la couleur. C'est la sellerie cuir BMW Individual Merino Silverstone au prix de 3 000 €. Moi, je la trouve très belle, ça rend bien. Bon, on peut déjà voir quelques traces malgré la voiture qui est assez peu bornée. On le sait tous, le blanc, c'est salissant. Donc, à voir comment ça tient dans la durée. Mais en tout cas, le rendu, je trouve, est là. On a également sur ce modèle le pack confort qui, lui, coûte 2 800 € et qui inclut les sièges avant ventilés, siège avant électrique à mémoire conducteur, siège avant et arrière chauffant et climatisation automatique 4 zones. Un point que je trouve important d'un point de vue sellerie et qui me contente rarement, sur cette voiture c'est le cas, j'en suis vraiment ravi, c'est le fait qu'on puisse s'adosser et conduire en ayant la tête collée contre l'appui-tête. Passons rapidement au volant. Alors il est là, il est très joli, il est extrêmement confortable, bien rembourré.
On l'a bien en main, je trouve, quand on conduit la voiture et ça, c'est très agréable. Ensuite, au niveau des commandes au volant qu'on retrouve assez classiques, à gauche, on a tout ce qui concerne régulateur de vitesse et aide à la conduite et à droite, tout ce qui est plutôt multimédia, volume. Ce que j'apprécie vraiment sur ce volant côté connectivité, c'est qu'il n'y a pas trop de boutons, il y a juste ce qu'il faut pour faire ce qu'on veut. Vraiment dédié à la fois à la conduite et au divertissement et c'est parfait. Ensuite, niveau commodo, je trouve que c'est important. Venant d'une Tesla, on a 2 commodos assez restreints, donc j'aime pas qu'il y en ait 4 comme dans une Renault Mégane par exemple. Ici, très classique, 2 satellites, un pour régler les clignotants et un autre pour tout ce qui est plutôt essuie-glace, nettoyer le pare-brise. Et ça fonctionne très bien, franchement, il n'y a rien à dire de ce côté-là. Ensuite, derrière le volant, on a le BMW Curve Display. Donc ce sont ces 2 écrans qu'on a ici qui sont très jolis, la qualité est bonne. On a un écran de 12,9 pouces devant nous dédié à tout ce qui est instrumentation et à droite un écran de 14,9 pouces dédié plutôt à tout ce qui est infodivertissement. Ça manque encore un petit peu d'ergonomie côté menu et tout ça, c'est pas hyper intuitif. Pour ceux qui n'aiment pas tout contrôler de l'écran, vous allez être content parce qu'ici, sur cette tablette centrale assez imposante, mais très confortable, on a tout un tas de boutons de raccourcis qui permettent d'accéder à différents menus assez rapidement. On a par exemple les modes de conduite, on a médias, téléphone, navigation, on peut changer le volume ici aussi. Et on a au centre de tous ces boutons de raccourcis cette molette façon diamant qui permet de se déplacer dans les menus sans devoir toucher l'écran pour y laisser des traces de doigts. Avis aux amateurs. On a le bouton Start-Stop pour démarrer et arrêter la voiture, façon diamant, et juste en dessous, on a le levier de vitesse, pareil, façon diamant, très petit mais très accessible et facile à utiliser, qui permet de mettre la marche avant, la marche arrière, le levier de vitesse classique. On a juste derrière ici, hop, l'accoudoir qui s'ouvre. Alors, il n'est pas très profond et ça met en lumière pour moi un des petits problèmes de cette voiture qui est l'absence de rangement et de place. On a ici un petit accoudoir, 2 portes gobelets, un peu d'espace dans les contre-portes, mais rien de gigantesque et c'est tout. On n'a pas de rangement ici comme ça arrive aujourd'hui avec les tablettes centrales qui sont imposantes. Donc, c'est un peu restreint. S'il y a beaucoup de choses à ranger, va falloir les mettre dans le coffre. Et tout ce qui est vide-poche, c'est assez faible. Ensuite, on a ici chargeur à induction, classique dans les voitures électriques. 2, un à gauche, un à droite, donc un pour le conducteur et un pour le passager. Côté matériaux, il n'y a vraiment rien à dire. La voiture est super bien finie et tous les matériaux sont agréables. C'est rembourré partout. C'est rembourré ici sur la planche de bord, ici sur l'accoudoir, ici au coude, ici sur le haut de la contreporte. Franchement, c'est super bien fini. Il n'y a aucun bruit de mobilier. Vu la taille de cette voiture, comment ne pas parler des places arrière qui doivent être super confortables? Eh bien, c'est le cas. Voilà, super confortable. Franchement, le siège à l'arrière est un vrai canapé. C'est un vrai plaisir. Il est plus mou que les sièges côté conducteur et côté passager. Ça fait plaisir. En tout cas, à l'arrière, on ne se sent pas lésé. Cependant, 3 places. Mais la place du milieu va être fortement impactée, forcément. C'est déjà beaucoup moins rembourré et on a un gigantesque tunnel de servitude ici qui va forcément déranger la personne qui s'installe au milieu. Ensuite, côté connectique, eh bien, on a tout ce qu'il faut, je dirais, dans une voiture actuelle. On a 2 prises USB-C ici au centre. On a une prise USB-C ici dans le siège pour chaque passager. Côté rangement, on a des petits rangements dans les contreportes, pas de monnière. Ici, c'est rembourré en plastique. Et côté place, du coup, vu qu'on parle du siège devant, il est plus reculé que moi en position de conduite. Donc là, c'est vraiment position confort pour le passager. Et regardez, malgré tout, j'ai encore beaucoup de place ici. Je peux mettre les pieds sous le siège. Ça aussi, ça fait plaisir. C'est pas le cas dans toutes les voitures électriques avec les batteries dans le plancher. Alors, j'ai quand même malgré tout les genoux un peu hauts, mais franchement, c'est pas désagréable. Et malgré que ce soit une berline, eh bien, regardez, j'ai quand même encore de l'espace au toit. Pas énormément, je fais 1m80, mais c'est largement suffisant pour me tenir bien droit et être confortablement installé. Et on a ici, au centre, un petit écran incrusté qui permet de gérer la climatisation et de choisir si on veut utiliser les sièges chauffants ou non à l'arrière. Et l'accoudoir ici, très classique, assez rembourré et confortable avec 2 portes gobelets. Rien de révolutionnaire, mais il est là. Alors là, on est sur autoroute, donc limitation à 130. Et honnêtement, la voiture est extrêmement agréable, même à haute vitesse. Par contre, il y a quand même
une petite chose à dire, c'est au niveau des bruits de roulement, c'est extrêmement bien contenu. Par contre, on a remarqué qu'au niveau des bruits d'air, au-dessus de 120 km/h, on en entendait quand même pas mal au niveau des rétros. Les fenêtres latérales, par contre, sont assez grandes, ça fait plaisir. Même à l'arrière, on se sentira pas du tout enfermé dans la voiture. Pour une fois, dans les électriques que j'ai la chance d'essayer, la visibilité dans la lunette arrière est très bonne, franchement. On voit très bien dans le rétroviseur intérieur et quand on tourne la tête, on voit super bien ce qui se passe derrière. À part ça, au niveau des aides à la conduite, c'est vraiment super bien fait chez BMW. Le régulateur est extrêmement précis. On a un régulateur adaptatif. Alors bien sûr, c'est en option chez BMW. La distance est bien maintenue, les ralentissements et les accélérations sont bien gérés de manière douce, donc ça, il n'y a pas d'à-coups. Et l'aide au maintien dans la voie, lui, est vraiment exceptionnel. Il est très très précis. Lui aussi, on reste bien au milieu de la voie. On se déporte pas du tout. Sur ce modèle, on est équipé d'un écran tête haute qui s'intègre plutôt bien, qui est même assez poussé. On peut, notamment lorsqu'on utilise le GPS de la voiture, avoir des indications de panneaux de sortie. Du coup, on peut aussi parler d'Apple CarPlay et Android Auto. Bien sûr, cette voiture est compatible en sans fil, donc via Bluetooth avec la voiture. C'est hyper pratique. Voilà, le téléphone est là. On peut le laisser sur le chargeur. Il n'y a pas de fil qui traîne. On a toutes les fonctionnalités qui sont là. C'est idéal. Pour notre première nuit de ce road trip, nous arrivons à Etretat. Nous prenons le temps d'admirer et de filmer les majestueuses falaises qui se dressent à portée de vue. L'air marin et la vue spectaculaire marquent le début parfait de notre aventure sur la côte normande. Alors nous voilà arrivés à notre premier arrêt recharge sur l'aire de Beuzeville Nord. Alors on va faire un point de consommation, mais juste avant je branche la voiture. Nous voilà branchés et raccordés pour notre première recharge. Alors, au moment où on est monté dans la voiture, on a réinitialisé les compteurs, donc on sait précisément, depuis qu'on est parti de Paris, combien on a consommé jusqu'à maintenant sur le nombre de kilomètres parcourus. Pour vous donner quelques chiffres, on a parcouru pour l'instant 270,7 km. On a donc fait Paris, Etretat, Honfleur, et là maintenant on se dirige vers Deauville. Du coup sur le chemin on a fait un petit détour pour aller se recharger ici sur une borne Engie 300 kW. On a consommé 18,7 kWh au 100 km, sachant que on a dû bien faire facilement un 70% d'autoroute je pense sur notre trajet, donc une consommation très raisonnable au vu du poids de la voiture, de la taille qu'elle fait. Profitons de ce petit arrêt pour parler des caractéristiques de la recharge de cette voiture. Alors pour commencer, en courant alternatif AC, cette voiture est capable de recharger 2 séries en 11 kW. Cependant, avec une option, vous pouvez passer à une vitesse de recharge de 22 kW. Concernant la vitesse de recharge en courant continu, cette voiture est capable de monter jusqu'à 205 kW de puissance en crête, ce qui permet une recharge de 10 à 80% en une trentaine de minutes. C'est à peu près dans la moyenne de ce que les voitures électriques sont capables de faire aujourd'hui. C'est peut-être une vitesse de recharge un peu faible au vu du prix élevé de cette voiture. Et bien entendu, au cours d'un road trip, on va recharger jusqu'à 80%, histoire de préserver la batterie et de diminuer au maximum le temps passé sur une borne. Et maintenant, je passe le micro à Mélissa, qui va vous parler un tout petit peu des tarifs sur les bornes. Comme vous avez pu le voir à notre arrivée, le prix affiché est de 60 centimes par kilowatt. Étant donné que nous avons utilisé le Charge Map Pass, le prix diffère. En effet, il est fort recommandé de regarder sur l'application les tarifs appliqués car ils diffèrent en fonction de l'opérateur. Le tarif actuel que nous allons du coup payer est de 60 centimes à la session ainsi que de 0,618 € par kilowattheure. Donc lors de vos recharges, si vous utilisez un autre moyen de paiement que la carte bancaire, je vous conseille de vous renseigner sur l'application de l'opérateur de mobilité que vous utilisez. Notre recharge vient de se terminer, on peut reprendre la route. Alors sur cette voiture, on a plusieurs modes de conduite. On a sport, efficient, expressive, relax, digital art. Voilà, on a 5 modes de conduite différents et impersonnalisables. On nous a dit chez BMW qu'il y a 2 modes principalement à utiliser avec une réelle différence de l'un à l'autre. Efficient, ça va être le mode à privilégier pour une conduite confortable. Et au-dessus, vous avez le mode sport qui lui est un mode un petit peu plus dynamique, qui va raffermir les suspensions, qui va augmenter les performances du véhicule et donc forcément aussi la consommation. Personnellement, moi là, on roule en efficience et franchement, les performances sont déjà très satisfaisantes. C'est agréable à conduire dans les 2 modes. Alors la voiture est assez performante, on parle d'un 0 à 100 en 6 secondes. Prochain arrêt de notre voyage, le Mont Saint-Michel.
Lors de notre précédent road trip en caravane, nous étions passés juste devant sans nous y arrêter. Je m'étais promis d'y revenir et c'est chose faite. Ce lieu incroyable qui semble tout droit sorti d'un film fantastique est un incontournable à visiter. Voilà, c'est le moment de notre deuxième arrêt recharge sur notre trajet. On vient de visiter le Mont-Saint-Michel, c'était tout bonnement magnifique. Du coup là, on est direction Saint-Malo, où on va dormir ce soir et on va juste faire un rapide petit point consommation. Alors, côté conso, voilà les chiffres. On a donc parcouru jusqu'à maintenant 495 km en 6h36 et en consommation moyenne, on est à 19,1 kWh au 100 km. En n'oubliant pas que, je pense encore actuellement, 70% c'est bien de l'autoroute à 130, principalement, un peu de voie 110, un peu de travaux et un peu de national. Du coup, c'est une bonne moyenne. On n'est pas encore à la fin de notre trajet, on va encore faire un point recharge lorsqu'on sera de retour à Paris. Mais jusqu'à maintenant, on peut clairement dire que la BMW i5 est plutôt efficiente. Donc je vais vous parler maintenant de l'écran info divertissement. Il se présente comme ceci avec de multiples applications, multiples onglets. Ça fait maintenant à peu près 2 jours qu'on l'utilise. On n'a pas encore pris l'habitude de retrouver toutes les informations qu'on souhaite dans les sous-applications. Typiquement, lorsqu'on a voulu réinitialiser les données de consommation du véhicule, il a été assez compliqué de retrouver l'application concernée. Pareil, si par exemple je me rends dans le réglage du système, on peut voir qu'il y a beaucoup d'informations, on peut s'y perdre. Je trouve que c'est pas très ergonomique. Mis à part ça, les graphismes sont super sympas, l'écran est très réactif. Si je souhaite par exemple me rendre dans l'onglet Recharge, je retrouve encore de multiples informations dans lesquelles je peux m'y perdre. Typiquement mode de recharge, immédiatement fenêtre, limitation CA, il y a encore un autre onglet qui s'affiche. Ça ne s'arrête plus. Donc, il y a beaucoup d'informations lorsqu'on clique dans un seul onglet qui se multiplient par plusieurs onglets. Nous voilà arrivés à la dernière étape de notre voyage, Saint-Malo, que vous pouvez voir juste derrière moi. Pour la dernière étape de notre road trip, nous avons choisi Saint-Malo. Une petite promenade en bord de mer nous a permis de capturer les belles images que vous êtes en train de regarder. Malheureusement, le temps nous a manqué pour visiter la vieille ville emblématique de Saint-Malo. Maintenant, c'est direction Paris pour aller rendre la voiture et on a à peu près 4 heures de route. Cette voiture est équipée en option de la conduite autonome de niveau 2. Alors, qu'est-ce que ça permet? Eh bien, en utilisant le clignotant, lorsque le régulateur adaptatif est activé sur une route comme une autoroute où il y a donc plusieurs voies, vous pouvez actionner le clignotant et regarder dans le rétroviseur latéral et la voiture va toute seule se déporter dans la voie d'à côté. Elle ne coupera pas le clignotant, par contre il faudra le couper manuellement. Cette fonctionnalité est principalement pensée pour le dépassement, alors c'est assez sécuritaire. Si une voiture arrive dans votre angle mort ou arrive rapidement sur la voie où vous souhaitez vous déporter, bien sûr la manœuvre va être stoppée. Ça peut être un peu laborieux à lancer, mais en tout cas cette fonctionnalité est là et ça vaut ce que ça vaut. On reteste une fois, je mets le clignotant pour me rabattre sur la ligne de droite, je regarde simplement dans le rétroviseur latéral et la voiture toute seule s'est déportée. Nous voilà arrivés à notre dernier point de recharge avant d'aller rendre la voiture. Il nous reste encore à peu près 1 heure de route. Comme vous pouvez le voir, on est sur une station Total Energy. On s'est branché à une borne 300 kW. On est arrivé avec 19%. On a très vite atteint les 205 kW. Maintenant, on n'est pas là pour parler recharge. On a déjà abordé ce sujet plus tôt dans la vidéo. Maintenant, on va parler des tarifs, ce qui est un des points majeurs lorsqu'on parle de cette BMW i5. Alors il y a donc 3 motorisations, on l'a vu au début de la vidéo, mais quels sont les prix en fonction des motorisations? Alors la eDrive 40, c'est la version qu'on a, est à partir de 76 200 €. Ensuite, au-dessus, vous avez la xDrive 40, 4 roues motrices. Celle-ci est au prix de 81 600 € hors option, encore une fois. Et pour finir, la motorisation la plus puissante, la M60, celle-ci est vendue à partir de 107 500 €. Voilà, des tarifs assez élevés déjà de base. Maintenant, il faut rajouter à ça des options. Alors, on va parler maintenant précisément du modèle qu'on a ici, qui contient donc une peinture, qui a un intérieur particulier et qui a tout un tas d'options. Donc si on fait le total, on est en option à 27 165 €, que vous rajoutez donc aux 76 200 € du prix de base de la voiture, ce qui nous fait un total de 103 365 € et 1 centime pour ce modèle précisément.
Alors, pour moi, le prix est très élevé au vu des prestations. Certes, la voiture est une grande berline allemande, assez luxueuse. C'est quand même pas la BMW i7 qui, elle, est la version encore plus haut de gamme et qui reviendra encore plus cher. Mais au vu des prestations, pour moi, le prix est assez élevé au vu de la concurrence. Si on compare maintenant à une Model 3, une V6 et d'autres berlines, on tombe quand même dans des tarifs plus raisonnables autour des 40 000, 50 000, peut-être 60 000 pour des versions bien boostées. Là, on est à plus de 100 000 € avec les options, on va dire, de base, des sièges confortables, les aides à la conduite et quelques aménagements comme le toit panoramique qui sont de série sur beaucoup de modèles électriques. Et bien entendu, en termes de dimension, c'est la Tesla Model S qui se rapproche le plus de la berline allemande. Certes, le tarif de base hors option de la voiture californienne est plus élevé que celui de la BMW i5 eDrive 40. Cependant, si vous rajoutez quelques options, le prix se rapprochera très rapidement et finira sans doute même par être dépassé. La Tesla Model S proposera peut-être un intérieur moins premium et moins confortable que la BMW, mais côté options, les rajouts seront purement esthétiques et sur les performances, l'autonomie et la vitesse de recharge, l'américaine propose des prestations bien supérieures. Voilà, c'est donc un modèle qui propose des prestations très haut de gamme et qui n'est clairement pas pour toutes les bourses. Néanmoins, si vous voulez, tout comme moi, prendre le volant de cette voiture, que ce soit simplement pour essayer une belle berline allemande ou alors dans une intention d'achat, je vous invite à utiliser le lien que vous retrouverez en description pour remplir un formulaire et ensuite une concession prendra directement contact avec vous pour vous donner la possibilité d'essayer la voiture. Et maintenant, je vous dis à tout de suite, on va se retrouver à Paris pour faire un petit bilan final de consommation de notre voyage. Nous voilà arrivés à notre point de départ, c'est le moment de rendre cette sublime voiture. Alors juste avant, on va quand même faire un petit récapitulatif du bilan consommation qu'on a eu sur ce trajet. Alors, on est resté toujours dans une bonne moyenne de 19,4 kWh au 100 km avec quand même énormément d'autoroutes. Je pense qu'on est bien resté sur 70 à 80% d'autoroutes sur notre trajet, à 130 au régulateur. Vraiment, on respectait les limites de vitesse pour avoir une consommation la plus précise possible. On a roulé 11h22 et on a fait 947,8 km. La météo, globalement, on a voisiné entre 10 et 20 degrés. On a rechargé donc 3-4 fois, une quatrième fois qu'on vous a pas montré avant le jour du grand départ où on a fait un petit complément de recharge jusqu'à 100% pour pouvoir partir sereinement. Et donc voilà, donc une voiture quand même plutôt efficiente. C'est ce que les chiffres nous indiquaient depuis le départ, avec donc cette consommation plutôt basse, vu la taille du véhicule et son CX. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner à la chaîne YouTube d'Automobile Propre en n'oubliant évidemment pas de cocher les notifications. Quant à moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye tout le monde!